ne pas payer dans les délais, ça fait partie un peu de l'agilité d'une certaine... C'est un sport national. Voilà. Et donc, je plains beaucoup les gens qui doivent payer des salaires en fin de mois, chaque fois. Je dis bravo parce que c'est pas évident. Et puis ça consomme beaucoup de ressources, parce que c'est beaucoup de temps pour le directeur financier, parce que pendant qu'il court après l'argent, il n'analyse pas les marges, il ne fait pas le travail d'analyse de détail. Parce qu'il faut à chaque fin de mois. Voilà, et puis voilà, et puis le chef d'entreprise, il doit aussi s'occuper de courir après l'argent, quand ça il ne fait pas son boulot, il ne va pas chercher une nouvelle commande. Non, mais si vous voulez, donc c'est pas le problème, c'est que le problème de culture, parce que la culture dans le management ici au Maroc, c'est une culture qui est un peu, par exemple, quand vous prêtez quelqu'un one-to-one, par exemple, vous prêtez à quelqu'un 500 dirhams ou 1000 dirhams, et ben vous lui dites bon voilà, je vous les rends à la fin du mois. Et ben à la fin du mois, il dit bon, j'avais la famille malade, la femme qui a accouché, etc., etc. Donc c'est une culture qui est même dans un directeur d'entreprise. Des fois c'est attendez, non, on n'a pas encore été payé, s'il vous plaît, vous pouvez laisser encore du temps, etc., etc. Donc c'est une culture. Oui, mais c'est une culture dans tous les pays du monde, sauf peut-être le Danemark et la Suède et l'Allemagne, où c'est une culture comme on dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Mais dans tous les autres pays, comment dire, on veut payer le plus tard possible. Oui, tout à fait d'accord. Mais seulement, il y a cette culture-là, enfin, c'est de ne pas payer ses dettes. Par exemple, vous avez dit en Norvège, c'est moins qu'ici, par exemple. Vous voyez, oui. Dans les autres pays qui sont, par exemple en France, en Europe en général, donc il n'y a pas cette culture-là qui est à 100%. Mais ici, par exemple, la fin du mois, vous avez votre chèque, par exemple, maintenant, le chèque, si vous ne payez pas, le chèque... Il y aura 60 jours maximum. Il y a des secteurs d'activité, d'ailleurs, en France, où la loi impose 30 jours. Le transport, par exemple, on est allé par la loi contre la culture. Monsieur. Souvent, on a des problèmes de trésorerie, on nous explique, alors on ne peut pas parce que les commerciaux butent contre la concurrence et on est obligé de céder sur les délais de paiement, donc ça c'est le premier argument. L'autre argument, c'est ce que dit monsieur, c'est sous-capitalisation. Donc on se tourne vers les actionnaires et on dit, messieurs, remettez au pot. Et ils disent, ben non, nous on ne voudrait pas remettre au pot, ou alors on veut bien, mais on veut voir le business plan. Ah, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les actionnaires ne sont pas idiots, ils ne veulent pas être dilués ou ils ne veulent pas remettre de l'argent, tant qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le projet de l'entreprise. Puis, de plus en plus, les actionnaires professionnels, ils remettront de l'argent que si, non seulement ils comprennent le projet, mais en plus ils comprennent c'est qui l'équipe qui va piloter le business plan. Est-ce qu'il y a un directeur financier dans cette équipe de bon niveau qui va nous garantir que les chiffres qu'on nous fournit tous les mois ou tous les trimestres sont fiables et qu'on sera alerté s'il y a des dégradations de marge ou de BFM. Donc souvent on nous dit bah non, il y a problème de trésor parce que notre actionnaire excusez-moi mais il est un petit peu bête, il ne comprend pas notre stratégie, donc il ne veut pas remettre de l'argent. Or quand on discute avec les actionnaires, eux ils ont tout à fait compris mais ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance parce qu'ils n'ont pas vu de business plan, ils n'ont pas vu une équipe de management solide, où ils ont une mauvaise opinion du management qui est toujours, comme vous l'avez dit, en effet d'annonce, en stratégie un peu de fuite ou d'évitement, et toujours à repousser le problème à demain, jamais régler le problème une fois pour toutes. Donc ça c'est un argument, on le dit toujours, nous on ne peut rien faire parce que notre actionnaire ne comprend pas notre stratégie, ne voit pas où on veut aller, c'est de sa faute. On nous dit aussi, les banquiers sont méchants. Est-ce que vous entendez ça dans les entreprises? Parce qu'on se tourne vers le banquier, puis le banquier dit bah non, on ne va pas financer, on ne peut pas. On retombe un petit peu sur le même sujet, c'est-à-dire qu'on nous dit le banquier n'est pas gentil, et quand on va voir le banquier, lui nous dit bah ouais mais j'ai jamais vu les chiffres. On m'a toujours promis dans cette entreprise qu'on serait profitable. On m'a toujours fait des promesses qu'on allait remettre tant de centaines de milliers d'euros tous les mois sur le compte, puis j'ai jamais vu. Donc il y a un moment, le banquier se fatigue et puis il dit non. Voilà. Donc ça c'est les arguments, l'actionnaire ne comprend pas la stratégie, les banquiers sont méchants. On nous dit aussi,
c'est nous, nos systèmes d'information ne marchent pas, donc on ne peut pas fournir l'information qu'on nous demande. Donc c'est de la faute du système d'information. Je sais pas si ça... Donc on est toujours en train de dire c'est de la faute des autres. Les actionnaires, les banquiers, le système d'information, les commerciaux. Monsieur, amenez, voilà. Eh bien, c'est les autres, c'est pas nous. Or, la trésorerie, le cash, la performance, c'est dans l'entreprise. C'est pas le banquier qui va venir vous dire ce que vous devez faire. Ça peut être les actionnaires, mais s'ils se mêlent du management opérationnel, c'est mauvais pour vous. Donc ça veut dire que la trésorerie, c'est beaucoup de petites victoires au quotidien par le management, par les équipes opérationnelles, par l'implication du directeur financier dans les processus opérationnels. Donc, Madame a cité une très bonne pratique qui consiste à impliquer le directeur financier dans l'autorisation des exceptions aux conditions générales de vente, mais ça peut être aussi aller dans l'entrepôt, faire des inventaires, bien ranger l'entrepôt pour savoir ce qu'on a en stock, éviter de recommander des choses qu'on a en stock, par exemple. On voit ça souvent dans les entreprises. Mais ça peut être aussi des choses très simples comme commissionner nos commerciaux sur l'encaissement des factures et non pas sur la facturation, hein, donc sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc des exemples comme cela, on en a des centaines et des centaines. Sur le compte fournisseur, monsieur en a parlé, on n'en a pas assez parlé souvent, évidemment. Pour faire de la trésorerie, on arrête de payer les fournisseurs, donc on a l'impression qu'on est plus riche. Mais ça peut, on peut avoir des sanctions avec certains fournisseurs stratégiques où l'élastique, on tend qu'à un moment, boum, ça nous pète à la figure. Mais une bonne pratique, ça peut être par exemple, sur le compte fournisseur, on avait 100 fournisseurs, comment on peut s'organiser pour finalement en avoir plus que 50 ? La réduction du nombre de fournisseurs, alors dans certains métiers c'est possible, dans d'autres métiers c'est pas d'autres métiers c'est pas possible. Oui, après il y a un risque de dépendance, mais nous on a travaillé pour le groupe Thomson, je ne sais pas si vous avez vu le groupe Thomson, il y avait 100 000 fournisseurs. Donc, un jour on a décidé, le management a décidé, une exigence, et on s'y tiendrait, qu'on allait réduire le nombre de fournisseurs, on allait diviser par 4 au niveau mondial. Bon, et mécaniquement, ça a eu un impact à la fois sur les marges et sur la trésorerie. Et donc, au lieu d'avoir des équipes entières à passer des factures fournisseurs, on avait moins de comptables fournisseurs et on a pu réorganiser la compte. Le problème se pose parce que pour beaucoup de gens, un excédent de trésorerie, comment le placer? Que faire avec? C'est un gros souci. Problème de riche. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans la salle qui ont ce problème de comment on place nos excédents de trésorerie? Nous, on intervient à 95% dans les entreprises qui n'ont pas d'excédent de trésorerie et sont toujours en train de courir après l'argent. C'est ça leur problème. C'est le noir ou le blanc? Mais à quelques mois ou à quelques semaines, parce que se débarrasser de notre trésorerie si on n'a pas une vision claire de ce qui va se passer dans les mois suivants en termes d'activité, ça peut être un problème. On peut faire des coups d'escompte, mais après se priver d'argent dont on aurait eu besoin pour payer les salaires dans des périodes de vaches maigres. Monsieur? Oui, j'ai une question. Par exemple, pour les sociétés de grande distribution. Oui, non mais c'est vrai, il faut placer, mais moi j'aime bien la remarque de dire qu'une trésorerie, c'est vrai que structurellement la grande distribution c'est une trésorerie excédentaire puisque vous payez cash et ils payent les PME, les fournisseurs à 120 jours. Donc voilà, et ils négocient comme des chiens auprès des PME. Bon, avec les PME, donc mais dans une entreprise normale, avoir une trésorerie excédentaire, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, c'est un autre débat, mais c'est une sorte de pathologie, c'est que peut-être on n'a plus de projet, peut-être on n'investit pas, on ne prépare pas assez l'avenir. Si on prend par exemple le cas de figure actuel avec tout ce qui se passe sur le marché financier, oui, en bourse, oui. Que peuvent faire par exemple les grandes chaînes de supermarchés en Europe ou aux États-Unis avec leurs excédents? Moi je ne suis pas analyste financier ou